On dit que le samedi est fait pour le calme et la routine, mais parfois, la vie a d'autres projets pour un vieil homme comme moi. Je m'appelle Howard Bennett. J'habite dans un coin tranquille d'Indianapolis, où l'air, les matins de week-end, est généralement empli du bourdonnement de mon vieil aspirateur au verre et de l'odeur du café frais de la cuisine. Ce matin-là ne faisait pas exception, ou du moins, c'est ainsi que ça avait commencé. Je venais de terminer de passer l'aspirateur dans le salon, tournant autour du fauteuil préféré de ma femme Linda, celui-là même qu'elle avait choisi avant que le cancer ne lui fasse perdre 2 hivers, quand j'ai entendu le bruit d'un moteur de voiture de luxe devant. Pas le grondement d'un vieux pick-up ni le léger vrombissement de la berline de mon voisin, mais le ronronnement élégant d'une voiture électrique de luxe. Effectivement, par la fenêtre, j'ai vu une lucide d'un bleu éclatant se glisser dans mon allée. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, mon fils, Brian. Et Brian n'arrivait jamais en avance le samedi, sauf en cas de problème. Il a fait irruption sans frapper, comme s'il était chez lui. « Papa, pourquoi fais-tu tes corvées toi-même? Tu ne sais pas qu'on peut payer quelqu'un pour ça ?» Sa voix exprimait cette impatience mordante qu'il avait depuis le succès de son application. J'ai éteint l'aspirateur. Le silence soudain m'a paru plus pesant que ses paroles. Brian se tenait là, vêtu d'un jean si neuf qu'on pouvait lire l'étiquette à sa façon de bouger, d'un t-shirt de créateur moulant et de baskets plus chères que mes courses mensuelles. J'ai pris un moment, enroulant le cordon, pour observer son visage, yeux fatigués, mâchoire serrée, rien de l'enfant qui riait aux blagues de mon père. Rester occupé me permet de rester alerte, lui ai-je dit, mais il s'était déjà affalé dans mon vieux fauteuil de lecture, celui dans lequel j'avais passé des années à m'habituer. Il a regardé autour de la pièce comme s'il évaluait une propriété sur Zillow. Il prit un vieux livre de poche sur la table basse, jeta un coup d'œil à la couverture avec un sourire narquois et le laissa retomber. « Tu vis comme un retraité, papa. Tu pourrais être à Miami, à jouer au golf tous les jours. Au lieu de ça, tu es coincé ici, à faire des corvées. » J'ai haussé les épaules, ressentant la douleur de 67 ans dans mes épaules. Je suis retraité. Et c'est chez moi. Ça me faisait plus mal que prévu. Brian s'est contenté d'un rire sec et froid. Ouais, et c'est ça ton problème. Autrefois, il m'accompagnait le samedi matin pour laver la voiture, ratisser les feuilles mortes et me poser des questions sur la vie. Maintenant, ma maison me semblait plus petite avec lui, chaque tableau au mur un barbecue familial, une fête d'anniversaire, Linda dans son jardin semblait soudain délavée sous son regard. « Qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» demandai-je d'une voix égale. Brian se mit à faire les 100 pas, les yeux agités, comme il le fait lorsqu'il s'apprête à présenter ses idées aux investisseurs. Il n'est pas tôt. C'est une heure normale pour les adultes qui agissent. Papa, regarde cet endroit. Tu as arrêté d'essayer. Tu as décroché. C'est comme ça que tu veux passer tes dernières années? Il s'est arrêté devant mon étagère à trophées, celle où se trouvaient quelques vieux trophées de la ligue de bowling et une photo délavée de lui, une balle de home run. Quand avez-vous compté pour la dernière fois pour quelqu'un? Je sentais une chaleur monter lentement dans ma poitrine. J'ai travaillé 40 ans à l'usine. Je t'ai fait intégrer Northwestern. J'ai payé ton premier bureau, j'ai co-signé ton prêt auto. Ce n'est pas suffisant? Il se retourna, le regard dur. Tu m'as donné les bases, papa. Mais j'ai dû me débrouiller, car tu ne connaissais personne et tu ne pouvais pas m'ouvrir de vraies portes. Tu ne m'as jamais montré à quoi ressemblait le vrai succès. J'ai agrippé l'aspirateur comme une bouée de sauvetage. Tu crois que je voulais une vie facile? J'ai tout donné pour que tu puisses avoir plus que moi. Tu as réussi. Je suis fier de toi. Il secoua la tête et me congédia. Tu t'es contenté de ça. Tu n'as même pas essayé de construire quelque chose de plus grand. Tu te contentes de disparaître. Ce n'est pas ce qu'un vrai homme fait. Ces mots me frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Je fixai le fils que j'avais élevé, celui que je bordais le soir, et je vis un étranger. La pièce me parut plus froide. Finalement, j'ai posé l'aspirateur et je l'ai regardé droit dans les yeux. Si je te déçois autant, voilà la porte, Brian. Je n'écouterai pas ça chez moi. L'espace d'une seconde, son masque glissa. Surprise, peut-être regret, puis tout disparut.
Il attrapa sa veste sur le dossier de la chaise, me lança un dernier regard à mi-colère, mi-autre et sortit en claquant la porte derrière lui. La pièce résonnait d'un silence qui s'installe après une tempête. Je me suis affalé dans le vieux fauteuil de Linda, le cœur battant, me demandant comment deux personnes pouvaient être si éloignées l'une de l'autre tout en vivant sous le même nom. Dehors, la Lucide démarra, ses feux arrière clignotant comme le générique d'un mauvais film. Je l'observai jusqu'à ce que la rue redevienne silencieuse. Puis je parcourus mon salon du regard, mes livres, mes photos, l'aspirateur toujours là où et essayai de me souvenir de la dernière fois où j'avais été fier de la vie que je m'étais construite. Demain, j'appellerai mon vieil ami Eddie. Peut-être qu'il m'aiderait à y voir plus clair. Pour l'instant, je me laissais aller à la douleur et à cette étincelle de fierté tenace que même Brian ne pouvait pas me ravir. Cette nuit-là, le sommeil ne fut pas facile. Assis près de la fenêtre, dans le noir, je regardais le quartier s'installer dans une paix que je n'avais pas ressentie de la journée. Parfois, quand le monde devient trop bruyant, un vieil homme a juste besoin du silence de minuit et du souvenir d'une époque plus simple. Je repensais sans cesse aux paroles de Brian, dures, froides, injustes. Mais aussi blessantes qu'elles fussent, elles ne pouvaient effacer tout ce que j'avais fait pour lui. Chaque boulot que j'avais accepté, chaque heure supplémentaire, chaque soir où je rentrais chez moi au volant d'un vieux pick-up dans des rues désertes, juste pour m'assurer de quoi manger et un avenir pour mon fils unique. Je fixais la photo de Linda sur la cheminée, son doux sourire me rappelant que certaines choses les vraies durent plus longtemps que l'argent ou le succès. Le lendemain matin, j'ai appelé Eddie Sullivan. C'est mon ami depuis 40 ans, à l'époque où nous portions tous les deux des ceintures à outils et pensions que le monde était à nous. Eddie est le genre d'homme qui dit la vérité, qu'on le veuille ou non. Il décrocha à la 3e sonnerie. Howard. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis le mois dernier. Quoi de neuf? Eddie, dis-je d'une voix plus rauque que je ne l'aurais voulu, as-tu déjà eu l'impression que ton propre enfant était un étranger? Il y eut un long silence. Tu veux du café ou du whisky pour cette discussion, demanda-t-il, mi-plaisant, mi-sérieux. Les deux, si tu en as, ai-je ri. Parfois, le rire est le seul moyen de contenir la douleur. À midi, j'étais assis dans la cuisine d'Eddie, l'odeur familière du pain grillé et de l'huile de moteur se mêlant à l'air. Nous avons longuement discuté. Je lui ai tout raconté, comment Brian avait débarqué, m'avait jeté au visage, avait agi comme si j'avais gâché toutes mes années simplement parce que je n'avais pas fait la une de Forbes. Eddie se pencha en arrière, les bras croisés sur sa poitrine. Howard, je te connais depuis qu'on est tous les deux jeunes et stupides. Tu as travaillé plus dur que quiconque. Ta famille est ta priorité. Celui qui dit que ce n'est rien ne regarde pas assez loin. Il sirota son café et plissa les yeux. Brian est complètement perdu, mon pote. Il court après le succès qu'on voit à la télé, grosse voiture, grande maison, plus d'argent que de bon sens. Il se réveillera tôt ou tard et réalisera que ce que tu lui as appris compte plus que n'importe quel titre. Eddie avait peut-être raison. Mais en rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose clochait entre Brian et moi. Quelque chose que je ne savais pas comment réparer. La semaine s'écoulait lentement. Chaque jour suivait le même rythme, café du matin, petite promenade dans le quartier, un saut à la quincaillerie juste pour discuter avec de vieux amis. Parfois, je passais devant le panneau publicitaire de Brian en centre-ville, son visage souriant vantait le nouveau produit de sa start-up. Soyez audacieux. Soyez brillants, pouvait-on y lire. Mais à la maison, la seule chose que je ressentais était le vide. Puis vint le dimanche, le jour qui allait tout changer. Je lisais le journal quand le téléphone a sonné. Le numéro de Brian s'est affiché à l'écran. L'espace d'un instant, j'ai failli laisser tomber la messagerie. Mais quelque chose en moi ou une sorte d'obstination que je portais depuis l'enfance m'a poussé à répondre. « Papa, on peut déjeuner ensemble ?» La voix de Brian était différente. Fatigué. Reconforté, peut-être. Bien sûr, fiston. Où? Il m'a nommé un restaurant près du centre-ville, un endroit chic que je n'avais vu que de l'extérieur. J'ai enfilé ma plus belle chemise, me suis coiffé et j'ai traversé la ville, les nerfs à vif. Brian était déjà là quand je suis arrivé, tapant sur son téléphone, sans vraiment voir le monde qui l'entourait. Lorsqu'il a levé les yeux,
j'ai aperçu un petit aperçu du garçon qu'il avait été. Nous avons commandé. La serveuse a servi de l'eau, et pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, Brian a posé son téléphone et m'a regardé dans les yeux. Papa. Je suis désolé pour l'autre jour. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. En vérité, ça ne va pas bien pour moi. Les affaires sont, eh bien, c'est plus difficile que je ne le laisse paraître. C'était la faille dans son armure que j'attendais. Je me suis penché, mon instinct reprenant le dessus. Tu sais que tu peux toujours me parler, Brian. Que tu sois millionnaire ou fauché, tu es toujours mon fils. Il hocha la tête, mais il y avait autre chose dans son regard. De l'inquiétude, peut-être de la honte. J'ai fait des erreurs, papa. J'ai trop dépensé, je me suis trompé. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je devenais assez grand, tout ça n'aurait plus d'importance. C'est toujours important, fiston. Ce n'est pas l'argent, mais ce que tu fais de ta vie. Qui tu deviens. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. J'aurais aimé comprendre ça plus tôt. Le repas est arrivé, mais aucun de nous n'a beaucoup mangé. Nous avons vraiment parlé haut pour la première fois depuis des années. Il m'a parlé de la pression, des dettes, des nuits blanches à s'inquiéter de laisser tomber tout le monde. Je lui ai raconté les derniers jours de Linda, son seul souhait étant que nous restions proches. À la fin du repas, quelque chose avait changé entre nous. La douleur était toujours là, mais l'espoir aussi. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, nous pourrions retrouver notre chemin. Je me suis levé pour partir, et Brian aussi. Il m'a serré dans ses bras rapidement et maladroitement, mais sincèrement. Merci d'être venu, papa. Quand tu veux, mon fils, répondis-je, plus sincère qu'il ne le pensait. En sortant sous le soleil de l'après-midi, j'ai réalisé que la vraie famille ne se construisait pas sur l'argent, les trophées ou les voitures de luxe. Elle se construisait sur les secondes chances, le pardon et le lien tenace et indestructible entre un père et son enfant. Après ce déjeuner, les choses ne se sont pas arrangées du jour au lendemain, mais une paix fragile s'est installée entre Brian et moi. Il nous appelait un peu plus souvent. Parfois, nous parlions affaires, d'autres fois, nous parlions simplement de la météo, des colts, ou de l'état des tomates dans mon jardin. Pourtant, je sentais que quelque chose le rongeait encore. Le genre d'inquiétude qui vous empêche de dormir tranquille. J'essayais de ne pas insister. Chacun doit trouver sa propre vérité en son temps. Quelques semaines passèrent, et puis un jour, Brian appela avec une surprise. « Papa, tu es déjà allé voir un grand match de football au Lucas Oil Stadium. » J'ai ri. Seulement à la télé, fiston. La dernière fois que j'ai vu un match en direct, c'était au vieux RCA Dome, avant qu'ils ne le détruisent. Ta mère et moi Tigrec avons emmené une fois, tu te souviens? Tu n'étais qu'un petit gars qui agitait son doigt en mousse. Il rit doucement, la nostalgie perçant sa voix. Je m'en souviens. J'ai 2 places pour le match des Colts ce dimanche. Place au premier rang. Je veux que tu viennes avec moi. L'offre m'a pris au dépourvu. On n'avait pas fait ça depuis des décennies. Une partie de moi voulait lui demander s'il pouvait vraiment se permettre ces places, mais une autre partie le père savait qu'il ne fallait pas gâcher ce moment. Dimanche arriva, la ville était bleue et or. Brian vint me chercher dans sa voiture de luxe, les sièges en cuir lisse comme du beurre, le tableau de bord rutilant de toutes sortes de technologies que je comprenais à peine. Il semblait nerveux, tapotant le volant pendant que nous roulions. À l'intérieur du stade, le bruit nous assaillait comme un mur, les supporters criaient, la musique à plein volume, l'effervescence électrique de milliers de personnes concentrées sur le terrain. Nos sièges étaient si proches qu'on pouvait distinguer le souffle des joueurs dans l'air automnal. Pendant un moment, on s'est imprégné de l'ambiance. Brian nous a offert 2 bières et quelques hot-dogs, comme au bon vieux temps. Le premier quart-temps a été palpitant, les Colts ont marqué Toé, pendant un instant, on s'est cru 2 supporters ordinaires, un père et son fils, en train de se créer des souvenirs. Mais alors, pendant un temps mort télévisé, Brian s'est penché vers moi, baissant la voix. « Papa, j'ai quelque chose à te demander. Une question importante. » Je savais ce qui allait arriver.
À mon âge, on sent le désespoir à des kilomètres. Pourtant, je l'ai laissé parler. Il hésita, enroulant son alliance autour de son doigt. Mon entreprise, elle n'est pas seulement en difficulté. Elle est vraiment en danger. J'ai besoin d'aide, papa. D'aide financière. C'était là. Je n'ai pas répondu tout de suite. La foule autour de nous applaudissait lorsque la défense a forcé un revirement, mais je n'entendais que mon propre battement de cœur. De combien parlons-nous? Ai-je finalement demandé, aussi calmement que possible. La voix de Brian était à peine un murmure. 40 000. Peut-être plus. Je sais que c'est beaucoup, mais... J'ai levé la main. Mon fils, j'aimerais avoir autant d'argent. Mais après avoir payé tes études, la maison, les frais médicaux de Linda, il ne me reste plus que cet appartement et ma retraite. Son visage s'assombrit. Mais tu as toujours semblé si calme, papa. Je me doutais que tu avais quelque chose de caché. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas comme ça pour la plupart des gens. J'ai économisé ce que j'ai pu, mais la vie est chère. Il ne me reste que de quoi subvenir à mes besoins, et un peu au cas où. Il fixait le terrain, la mâchoire serrée, luttant contre la frustration, voire la honte. Désolé, papa. Je n'aurais pas dû te mettre dans cette situation. Ce n'est rien, Brian. On a tous besoin d'aide parfois. Mais tu trouveras ta voie, fiston. Tu es intelligent, plus résistant que tu ne le penses. Il ne répondit pas et, pendant un moment, nous regardâmes le match en silence. Un silence chargé de non-dits, mon inquiétude pour lui, sa fierté, nos regrets et nos espoirs, tout cela mêlé. Puis, juste avant la mi-temps, Brian s'est adossé à son siège et a soupiré. Je pensais que tu avais toujours tout compris, papa. Que tu étais le filet de sécurité. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon fils, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois en sécurité et heureux. Mais parfois, le rôle d'un père est de laisser son fils apprendre à se débrouiller seul. C'est ce qui fait de toi un homme. Il hocha lentement la tête, la leçon s'installant quelque part au plus profond de lui-même. À la mi-temps, il s'est produit quelque chose que je n'oublierai jamais. L'écran géant a projeté des images de la foule ou des gens qui saluaient, des enfants qui faisaient des grimaces puis, soudain. La caméra a zoomé sur nous. Moi, le vieil homme à la casquette délavée des Colts, et Brian, mon fils adulte. La voix du commentateur retentit, applaudissons tous les pères et les fils présents aujourd'hui, qui créent des souvenirs. Les gens applaudirent et Brian sourit, gêné mais aussi un peu fier. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti l'espoir renaître en moi. Peut-être que les choses n'étaient pas encore réglées, mais nous étions toujours là, ensemble. Peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Le reste du match s'est déroulé en un éclair acclamation, gémissement, cette nervosité qui règne dans un stade lorsque le score est serré. Mais mon esprit était à des kilomètres de là. Même lorsque les Colts ont remporté la victoire à la dernière minute, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à Brian, cherchant un signe indiquant qu'il avait bien assimilé mes paroles, ou que notre pont, autrefois brisé, était au moins à moitié reconstruit. Après le coup de sifflet final, nous sommes sortis avec la foule. Brian était plus silencieux que d'habitude, les yeux rivés sur le trottoir, perdu dans ses pensées. À l'extérieur du stade, le soleil d'automne reflétait sa voiture, et la ville semblait vibrer de possibilités et de regrets. Il a rompu le silence quand nous sommes arrivés à son lucide. Papa, j'ai quelque chose à te dire, et ça ne va pas te plaire. Il a hésité, les yeux fixés sur le volant. J'ai contracté des prêts pour l'entreprise, plus que je n'aurais dû. Maintenant, ils arrivent à échéance. Si je ne trouve pas l'argent, je risque de tout perdre. L'entreprise, la maison, peut-être même la voiture. Les mots résonnèrent lourdement, comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Je repensais à toutes ces années où je m'étais inquiété pour lui, quand il avait emménagé en ville, quand Linda était tombée malade, quand l'économie s'était effondrée. J'avais toujours espéré qu'il construisait quelque chose dont je pourrais être fier, quelque chose de solide. Maintenant, tout cela me semblait si fragile. Brian, dis-je doucement, parfois la vie te met à terre. Mais tu n'es pas seul, fiston.
Je ne peux pas arranger ça pour toi, mais je resterai à tes côtés pendant que tu trouves une solution. Il regarda droit devant lui, la mâchoire serrée, les yeux brillants d'un mélange obstiné de honte et de fierté. Merci, papa. Ça compte plus que tu ne le penses. Le trajet du retour fut plutôt silencieux, mais d'un silence plus agréable. Ce silence qui suit une tempête, quand on sait que le pire est passé et que l'air sent bon le renouveau. Quand il m'a déposé, il m'a serré l'épaule comme je le faisais pour lui quand il était petit. Je suis rentré et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le soir tomber sur mon quartier. Les lumières vacillaient dans les autres maisons, des familles se réunissaient pour le dîner du dimanche, des rires emportés par la brise. J'ai pensé à Linda, à sa voix dans mes souvenirs qui me disait d'être patiente, d'aimer notre garçon même s'il se perdait. Elle a toujours cru qu'il trouverait sa voie, en son temps. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon vieil ami Eddie. « Tu es occupé cette semaine, oh oui ? Il y a un tournoi de bowling caritatif au centre de loisirs. Ils ont besoin de quelques vétérans pour l'équipe des « légendes ». Qu'en dis-tu ? J'ai ri, mon premier vrai rire depuis des semaines. Eddie, j'ai les genoux en miettes, le dos en miettes, et mes jours de gloire sont loin derrière moi, mais tant pis, je viendrai. Le soir du tournoi, je suis entré dans ce bowling et je me suis senti 20 ans plus jeune. L'endroit était animé, les enfants couraient partout, les familles applaudissaient, et l'odeur des chaussures de location et du pop-corn flottait dans l'air. Eddie m'a fait signe d'approcher, et bientôt nous avons fait tomber les quilles, échangé des anecdotes, laissant le bruit et la joie de l'endroit combler nos cœurs brisés. Dans la dernière image, Eddie m'a donné un coup de coude et m'a montré la porte. Regardez qui a décidé de venir. Il y avait Brian, les mains dans les poches, maladroit mais déterminé, comme un enfant à son premier bal de promo. Il m'observait depuis le bord du terrain tandis que j'alignais mon cou, et je sentais son regard posé sur moi au curieux, peut-être même un peu impressionné. Ma boule a roulé sur la piste et a fait tomber 8 quilles, pas mal pour un vieil homme aux genoux qui grinçait. La foule a applaudi et Eddie a souri, pas mal, oh oui. Brian est venu après le match et s'est attardé près du snack. Je ne savais pas que tu étais encore capable de ça, papa, a-t-il dit avec un demi-sourire. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais, répondis-je en lui tendant ma vieille serviette d'équipe. Il la tint un instant, baissant les yeux sur l'inscription délavée, Bennett électrique, championnat 1987. Je me souviens que tu m'avais appris à jouer au bowling, dit-il d'une voix douce. Je te prenais pour le type le plus cool du monde. J'ai haussé les épaules, essayant de rester calme, mais intérieurement, je ressentais cette vieille étincelle de fierté. Tu apprenais vite, à l'époque. Tu le es toujours, si tu te laisses faire. Assis dans les gradins, nous regardions le reste des matchs. Pendant un moment, nous écoutions simplement le fracas des quilles et les cris de joie des inconnus. Brian s'éclaircit la gorge. Papa, j'essaie de comprendre ce qui compte vraiment maintenant. Pas seulement l'argent ou le succès, mais quelque chose de plus concret. Je n'ai pas couru après les bonnes choses. J'ai hoché la tête. Ça aussi, ça m'a pris du temps. En vérité, les choses les plus importantes que tu feras n'apparaîtront pas sur ton compte en banque. Elles apparaîtront ici. Je me suis tapoté la poitrine. Il est resté silencieux un long moment, puis m'a finalement regardé dans les yeux. Je veux être meilleur, papa. Je veux te faire du bien. En mémoire de maman. J'ai souri, sentant les années s'envoler. C'est tout ce qu'un père peut demander, mon fils. Sois toujours présent. C'est ce qui compte. Alors que nous quittions l'allée ensemble, j'ai réalisé que le passé ne pouvait pas être réparé, mais que l'avenir pouvait encore être construit, un petit moment honnête à la fois. Les semaines qui suivirent furent lentes mais stables. Brian ne reçut pas de rentrée d'argent inattendue, et ses problèmes professionnels ne disparurent pas du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé entre nous. Il venait plus souvent à la maison, parfois juste pour partager un sandwich, parfois pour s'asseoir en silence pendant qu'un match se jouait tranquillement à la télévision. Un samedi pluvieux, je réparais un robinet qui fuyait dans la cuisine quand Brian est entré, secouant son manteau comme un chien mouillé. « Dis donc, papa, tu as besoin d'un coup de main. » C'était la première fois depuis des années qu'il se proposait sans qu'on le lui demande. Nous avons travaillé côte à côte,
comme à l'époque où il était adolescent et où la vie semblait plus simple. Après avoir fait fonctionner le robinet, nous nous sommes assis à table. J'ai servi 2 tasses de café, et il a finalement baissé sa garde. Papa, il faut que je te dise la vérité. Il fixait la vapeur qui montait de sa tasse, cherchant ses mots. Il y a quelques mois, j'ai failli tout perdre. La société, mon appartement, tout. J'ai contracté des prêts que je ne pouvais pas rembourser, conclu des accords que je n'aurais pas dû. Je pensais que si je réussissais juste une dernière victoire, tout serait réglé. Mais en vérité, j'avais peur. Je l'écoutais, le laissant s'exprimer pleinement. Tout père souhaite épargner la souffrance à son fils, mais parfois, la seule solution réside dans l'honnêteté. J'étais trop fier pour demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard, continua-t-il d'une voix tendue. Et quand tu as refusé au match, j'ai eu l'impression d'avoir échoué en tant que fils, de ne pas être à la hauteur. J'ai tendu la main par-dessus la table et l'ai posée sur la sienne. Brian, tu as toujours été à la hauteur. Non pas grâce à tes revenus, mais grâce à qui tu es. Tout le monde trébuche. L'important, c'est de savoir si tu te relèveras et si tu seras prêt à laisser les autres t'aider à tenir bon. Il m'a regardé, les yeux brillants de gratitude et presque de soulagement. Je veux juste être meilleur, papa. Pour moi. Pour toi. Pour maman. Nous sommes restés assis en silence un moment, la pluie tapant doucement sur la fenêtre. J'ai repensé à toutes les tempêtes que Linda et moi avions traversées, perte d'emploi, d'amis, maladie, revers. À travers tout cela, ce qui comptait, c'était de rester unis, même lorsque nous n'avions pas les solutions. Le lundi suivant, Brian m'a encore surpris. Il m'a appelé tôt, sa voix plus énergique que je ne l'avais entendue depuis longtemps. Papa, je me suis inscrit à un projet de bénévolat à la banque alimentaire locale. Je me suis dit qu'un peu d'humilité et un peu d'air frais me feraient du bien. Tu veux te joindre à moi? J'ai accepté, peut-être un peu trop vite. Le week-end suivant, nous sommes allés à la vieille église méthodiste, à l'est de la ville. Nous avons passé des heures à trier des conserves, à emballer des cartons pour les familles dans le besoin et à transporter des caisses jusqu'aux voitures. Brian a travaillé dur, ne s'est jamais plaint et a même fait quelques blagues aux autres bénévoles. Au déjeuner, il s'est tourné vers moi, le front en sueur mais un vrai sourire aux lèvres. Ça fait du bien, papa. Ça fait du bien. Je ne me suis pas senti aussi utile depuis des années. Je lui ai tapé dans le dos. Parfois, le meilleur remède, c'est de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Plus tard, alors que nous faisions une pause sur les marches de l'église, une vieille femme aux cheveux argentés et au regard bienveillant s'est approchée. Elle nous a remerciés de notre aide et nous a glissé un biscuit maison dans la main. Brian a souri, des miettes aux lèvres. Tu sais, papa, je crois que ce genre de choses me manque. Pas les biscuits enfin, peut-être les biscuits mais le sentiment que ce que je fais compte. Nous sommes rentrés à la maison, vitres baissées, l'air printanier emplissant la voiture. Brian a évoqué des idées pour relancer son entreprise, des idées sincères, cette fois. Peut-être des projets plus modestes, peut-être plus d'engagement communautaire. Il ne courait plus après les gros titres, il cherchait un but. Quelques nuits plus tard, alors que j'étais assis en train de lire dans le vieux fauteuil inclinable de Linda, le téléphone a sonné. C'était Brian. Papa, puis-je te demander conseil? Sa voix était hésitante, mais pleine d'espoir. Quand tu veux, fiston. Je suis là pour ça. Il m'a exposé son plan pour une nouvelle orientation commerciale, plus simple, plus concrète, axée sur l'aide aux clients locaux. Pas de plan pour devenir riche rapidement, pas de risques excessifs. Il voulait mon avis, non pas en tant qu'investisseur, mais en tant qu'homme qu'il respectait. Pour la première fois depuis des années, j'ai entendu la voix du garçon qui m'admirait autrefois, non pas l'homme en quête désespérée d'approbation, mais le fils prêt à construire quelque chose de bien, même si cela prenait plus de temps. Je lui ai dit la vérité, Brian, le monde a besoin de plus d'hommes qui savent ce qui compte. Je pense que tu es enfin sur la bonne voie. Il resta silencieux un long moment. Puis, avec une pointe de fierté dans la voix, il dit « Merci, papa. J'avais juste besoin de l'entendre. » En raccrochant, j'ai senti la présence de Linda dans la pièce, sa chaleur, sa foi en notre famille,
sa conviction que l'amour et la patience pouvaient tout arranger. Peut-être avait-elle raison. Peut-être était-ce à cela que nous avions consacré toutes ces années de sacrifice, non pas à une vie parfaite, mais au courage de prendre un nouveau départ quand il le fallait. Alors que le printemps laissait place à l'été, j'ai vu Brian se transformer petit à petit. Il a vendu sa voiture flamboyante et l'a troquée contre une Honda d'occasion. L'appartement a ensuite disparu, remplacé par un modeste appartement plus proche de son nouveau bureau. Il a commencé à aller au travail à vélo certains jours, affirmant que l'air matinal lui permettait de se changer les idées. Les changements ne se sont pas produits du jour au lendemain. Il y a eu des contretemps, des nuits où il me lançait un regard abattu, des jours où je le trouvais assis sur les marches de ma véranda, la tête entre les mains. Mais maintenant, au lieu de fuir les problèmes, il les réglait par la parole. Parfois, nous restions assis des heures, juste tous les deux, avec le bourdonnement des cigales et la lumière de la véranda vacillant au-dessus de nos têtes. Par un après-midi mois de juillet, Brian est arrivé avec un carton cabossé. « Papa » a-t-il dit, un peu gêné, j'ai fait le ménage dans mon débarras. J'ai pensé que tu aimerais peut-être fouiller ça avec moi. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos de famille, des albums de fin d'année, des bulletins scolaires et même quelques trophées défraîchis de la petite ligue. Nous avons tout étalé sur le sol du salon, riant de coiffures ridicules et nous remémorant le passé. Brian a pris une photo de Linda dans son jardin, tenant une tomate grosse comme une balle de softball, les cheveux noués dans un bandana. Elle était le cœur de cette famille, n'est-ce pas, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, ma vue devenant un peu floue. Ta mère ne nous a jamais abandonnés. Même quand les choses ont été difficiles. Brian se pencha en arrière, les yeux fixés au plafond. Je crois que j'ai enfin compris, papa. Pourquoi tu t'es toujours accroché à cette maison, à ces souvenirs? Ce n'est pas juste une question de choses, c'est ce que nous avons construit ensemble. Ce qu'elle a construit. Pendant un long moment, nous sommes restés assis tranquillement, laissant les souvenirs s'installer comme des grains de poussière sous le soleil de fin d'après-midi. Plus tard dans la semaine, Brian m'a invité à une soirée entre petites entreprises dans un centre communautaire local. Je veux que les gens rencontrent mon père, m'a-t-il dit, celui qui m'a appris le travail et l'honnêteté. Ce n'était pas un grand événement, juste une poignée de commerçants locaux, un plateau de biscuits de supermarché et une grande cafetière tiède. Mais Brian m'a présenté à tout le monde et, pour la première fois, j'ai compris qu'il ne se lançait pas dans la comédie. Il était sincère, désireux de nouer de vraies relations plutôt que de simplement courir après le profit. Une des personnes présentes, une femme nommée Carla, m'a pris à part. Votre fils est un homme bien, monsieur Bennett. Il nous aide gratuitement à mettre en ligne le site web de notre association. Il dit qu'il est temps qu'il nous rende l'appareil. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était le Brian que j'espérais voir revenir. Un soir, Brian a appelé pour m'annoncer une autre nouvelle. Papa, il y a un match de foot la semaine prochaine, un match de charité, rien de spécial. Veux-tu venir? Ça serait très important que tu sois dans les tribunes. J'ai accepté, bien sûr. Le jour du match est arrivé sous un ciel dégagé et une foule nombreuse, famille et amis. Brian ne jouait pas, il aidait à l'organisation, s'assurait que les bénévoles avaient ce dont ils avaient besoin, distribuait des bouteilles d'eau, installait des cônes pour les courses de la mi-temps des enfants. J'ai regardé depuis les gradins, la fierté au ventre. Il n'avait pas besoin d'être la vedette. Il était simplement heureux de participer à quelque chose de bien. À la mi-temps, le speaker a appelé mon nom au haut-parleur. Bravo Howard Bennett, le père de Brian, un homme qui soutient notre communauté depuis des décennies. À ma grande surprise, la foule a applaudi et Brian m'a fait un signe de pouce levé depuis le terrain, un sourire aussi sincère que je n'en avais jamais vu depuis des années. Après le match, il m'a retrouvé au stand de restauration. Tu sais, papa, quand j'étais enfant, je pensais qu'être un homme signifiait avoir le meilleur boulot, la plus grande maison, la voiture la plus rapide. En fait, il s'agit d'être présent pour les gens. De rester présent même quand ça va mal. Je l'ai pris dans mes bras. C'est le seul homme qui vaille la peine d'être vécu, fiston. Nous avons marché ensemble jusqu'à la voiture, la nuit chaude et vibrante d'énergie. Brian m'a regardé et m'a dit, si seulement maman pouvait nous voir maintenant. Je lui ai serré l'épaule.
Je crois que oui, Brian. Je crois qu'elle l'a toujours fait. Ce soir-là, de retour à la maison, j'étais assis sur le porche sous un ciel étoilé, me sentant plus léger que jamais depuis des années. Malgré toutes nos erreurs, notre obstination et notre souffrance, nous étions arrivés jusqu'ici ensemble, blessés mais plus forts. La famille n'est pas une question de perfection. Il s'agit de s'aimer suffisamment pour persévérer, malgré tous les échecs. Le tonnerre d'été grondait au loin, un rappel que les tempêtes surviendront toujours, mais cette fois, je savais que nous les affronterions côte à côte. La vie a tendance à tourner en rond, même quand on s'y attend le moins. Cet été s'est terminé tranquillement, comme le font ceux du Midwest, de longues soirées sur le porche, des lucioles dans le jardin, le bourdonnement réconfortant des grillons et cette douce lumière dorée qui transforme les maisons ordinaires en lieux presque sacrés. Brian et moi nous sommes installés dans une nouvelle routine. Il avait encore ses difficultés, et j'avais toujours les miennes. Mais les jours de fierté et d'amertume étaient derrière nous, remplacés par des conversations franches et des petits gestes importants. Il venait dîner avec une tarte de la boulangerie, où nous nous retrouvions pour déjeuner au restaurant du coin, juste deux hommes essayant de redevenir une famille. Un après-midi de fin août, nous étions assis sur la véranda, partageant un pichet de thé glacé, quand Brian m'a demandé « Papa, est-ce que tu regrettes parfois tout ça? Les sacrifices? Les choix que tu as faits ?» J'ai pris une longue inspiration, observant deux jets bleus se poursuivant à travers les érables. Bien sûr que oui, fiston. Tout le monde a des regrets. Mais je n'échangerais ma vie contre rien au monde. Si j'avais poursuivi un rêve plus grand, si j'avais pris plus de risques ou bâti un empire commercial, tu aurais peut-être grandi différemment. Peut-être aurais-tu eu plus, ou peut-être moins, de choses importantes. Il hocha la tête, le regard plein de compréhension. Avant, je pensais que tu te contentais de quelque chose, papa. Que tu abandonnais quelque chose de plus important. Mais maintenant, je comprends, tout donner à sa famille n'est pas rien. J'aurais aimé l'apprendre plus tôt. Je me suis penché et j'ai serré son bras, les vieux os de ma main me rappelant à quelle vitesse le temps passe. Il n'est jamais trop tard, Brian. C'est le secret que personne ne te révèle. Chaque jour, tu as une nouvelle chance d'être l'homme que tu veux être. Il a souri, et pendant un instant, j'ai vu non seulement mon fils, mais toute la trajectoire de nos vies, le rire de Linda dans la cuisine, les bougies d'anniversaire sur un gâteau, les longs après-midi passés à lui apprendre à faire du vélo. On veut vous faire croire que seules les grandes choses comptent. Mais ce sont les petites choses, la loyauté discrète, le travail honnête, le pardon après une dispute qui dure. Quelques semaines plus tard, Brian a réalisé un exploit avec sa nouvelle entreprise. Rien de spectaculaire, juste un projet solide pour un client local, une coopérative alimentaire qui souhaitait un site web simple. Il a travaillé dur, a terminé à temps et a été payé à sa juste valeur. Lorsqu'il m'a montré son premier chèque, sa fierté était plus discrète, plus profonde, plus réelle. « C'est toi qui l'as fait, fiston », lui ai-je dit. Pas de raccourci, pas de faveur. Juste toi et ton travail acharné. Il sourit et secoua la tête. Ça m'a pris du temps à apprendre, hein. J'ai ri. Certains d'entre nous sont têtus. C'est de famille. Cet automne-là, la ville organisait sa fête annuelle des récoltes. Brian a insisté pour que nous y allions ensemble, comme nous le faisions quand il était enfant. Nous avons mangé des corn dogs, joué au lancer d'anneaux et regardé les feux d'artifice illuminer le ciel nocturne. Debout là, épaule contre épaule, j'ai réalisé la chance que j'avais, la chance que nous avions tous les deux d'avoir traversé les tempêtes et de nous retrouver. Alors que la foule applaudissait et que les dernières étincelles s'estompaient dans les étoiles, Brian s'est tourné vers moi et m'a dit « Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Papa. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je n'y arriverai pas, fiston. Tu es mon garçon. C'est pour toujours. Nous rentrions chez nous à pied, dans les rues tranquilles, nos ombres longues et familières sur le trottoir. À cet instant, j'ai compris ce que Linda avait toujours su, la famille, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on est. C'est quelque chose pour laquelle on se bat, qu'on pardonne et qu'on défend, encore et encore, quelles que soient les difficultés. Aujourd'hui, assis dans mon fauteuil près de la fenêtre, je contemple le monde, et je ne vois pas une vie de petite réussite ni d'années tranquilles.
Je vois une vie d'amour, d'erreur, d'espoir et de seconde chance. Je vois un fils qui a enfin appris à voler de ses propres ailes, et un père qui a enfin appris à lâcher prise et à faire confiance à l'homme qu'il a élevé. Si vous me demandez ce qui compte au final, je vous dirai que ce ne sont pas les trophées, l'argent ou les histoires qui font la une des journaux. Ce sont les jours passés ensemble, le pardon accordé, l'amour qui grandit même en terrain difficile. C'est l'héritage que je veux laisser, et la leçon que j'espère que Brian gardera longtemps après ma mort. Et peut-être, juste peut-être, qu'un jour il s'assoira avec son propre enfant et racontera cette même histoire, lui rappelant, comme je vous le rappelle maintenant, qu'une bonne vie ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à qui vous devenez, et à la famille qui vous accompagne tout au long du chemin.